L'élection des gouverneurs, c'est dans 4 semaines environ. Alors cette question à 100 francs, qui sont ces femmes et ces hommes qui veulent nous diriger? Nous comptons sur eux pour sortir les populations de la grande pauvreté, de la pollution, des eaux usées, des rues jonchées d'ordures, des marchés sales, sans parler de l'accès aux soins de santé, au travail, bref, à ce qu'on appelle besoins sociaux de base. Il y a par exemple pour le Lualaba, le sortant Richard Mouyej. Kinshasa a comme candidat Deo Kassongo, Jean-Tini Ngobila. Pour le Congo central, on cite Jean-Claude Wemba, Mbachi Mbacha. Pour le Sankourou, Lambert Mendeo Malanga, ministre sortant de la communication et leader de la CCU. Eve Bazaïba, c'est pour la Chopo. L'Équateur, on a par exemple José Ndundo. Et pour le Haut-Katanga, on a Jacques Yaboula, Jean-Claude Moyambo, Jean-Claude Kazimbe. Et je n'ai pas cité tout le monde. Et puis, cette vraie fausse surprise, Moïse Katumbi qui prend acte de l'élection de Félix Tshisekedi et se dit désormais de l'opposition républicaine. Il recommande néanmoins la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés politiques et un recadrage de la coalition Lamouka. Question, est-ce un appel de pied à Félix Tshisekedi ou un désaveu de Martin Fayulu? Je serai sur ce plateau avec John Jesse Numbi, il est de l'ECT. L'ECT, c'est l'éveil de la conscience pour le travail et le développement, parti de Félix Kabange, ancien ministre de la Santé, ministre sortant de l'aménagement du territoire et rénovation de la ville. Et Maître Claudel Chikamba est également avec nous à Barreau. Il est avocat au barreau de Bandundu, merci beaucoup. Il est du PPRD. Vous comprendrez que j'ai ici deux personnes de même audience parce qu'ils sont communicants en fait d'un candidat gouverneur et cette émission inaugure une longue série de ce que je vais appeler des briefings découvertes consacrés aux candidats gouverneurs et aux candidats sénateurs et ce débriefing est le premier de cette série et Jesse Numbi, Maître Claudel Chikamba sont des communicants du candidat à gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katwe. Il a été élu député provincial et national pour la ville de Likasi. Likasi, c'est au Haut-Katanga, à 120 km de Lubumbashi. Il est ministre sortant des Finances dans le gouvernement Pandé. Il a été directeur de cabinet d'un autre gouverneur, Kazembe, que Pandé a remplacé. Monsieur Numbi, Monsieur Chikamba, bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, Moïse Katumbi se rallie à Félix Tshisekedi. Pour vous, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, ou ça va changer les rapports de force? Parce qu'Ensemble pour le changement revendique 61 députés nationaux. Merci pour la question, merci pour l'invitation. Je vous félicite d'abord pour la présentation de cette émission. C'est une émission qui a déjà pris sa place dans le microcosme médiatique congolais. Alors, une question assez importante, parce qu'il faut quand même aller dans la profondeur des choses, c'est qu'il y avait déjà une sorte de désintégration, une mutation idéologique et même politique dans les discours au niveau des ensembles depuis un bon bout de temps. Cette désintégration avait déjà commencé depuis la campagne électorale. Vous vous rappellerez de cette prise de position assez éclatante de Délice Sanga et de Claudel Lubaya qui étaient allés battre campagne dans leurs circonscriptions électorales respectives au nom de Félix Tshisekedi comme candidat président de la République au lieu de prendre le candidat président de Ensemble qui était Martin Fayulu. Et donc, c'était déjà une sorte de fuite en avant par rapport à la position officielle de Ensemble. Pourquoi? Parce que Délice Sanga est le secrétaire général de Ensemble. Donc, tout le monde ne comprenait pas comment est-ce que la plus haute autorité, entre guillemets, de Ensemble prenait une telle position. Et puis finalement, tout de suite après les élections, on a eu beaucoup de points de vue assez diversifiés, notamment avec Antoine Gabriel Kyungwa-Koumanza qui avait signé une sortie assez étonnante pour les partenaires de la Mouka, d'autant plus que Kyungwa-Koumanza soutenait Félix Tshisekedi, il disait que Ensemble ne fera pas faux bond à Félix Tshisekedi. Et donc, il y a eu cette mutation à travers le temps et on comprenait un peu plus ou moins quelle serait la position de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, la position de Moïse Katumbi qui est donnée
comme vous avez dit en liminaire de cette émission, c'est pratiquement du déjà vu et du déjà entendu, même si dans les communiqués annonçant cette prise de position, M. Lumbi essayait de nuancer en disant que c'était des points de vue qui étaient plus ou moins personnels aux différentes personnalités. Les hommes politiques en RDC, on le sait, hein, c'est plus par posture que par conviction hein, qu'ils se mettent ensemble. Pierre Lumbi, dans sa conférence de presse, appelle Félix Tshisekedi à régler son problème de légitimité. Pour vous, c'est-à-dire quoi? Beaucoup y voient un appel à un gouvernement d'union nationale. Voilà, madame, comme le disait mon jeune frère tout à l'heure, il y a un vrai problème dans le communiqué qui est un tout petit peu confus, à mon avis, parce qu'en même temps, ils viennent pour reconnaître Félix Tshisekedi, mais ils ne veulent pas le reconnaître officiellement. Et puis, il y a 3-4 sons de cloche dans le même ensemble, qui est finalement un ensemble très, très hétérogène. Voyez-vous, Kyunga Komwanzaki appelle et qui dit « nous soutenons Tshisekedi ». Tout à l'heure, c'est Pierre Lumbi qui dit « nous serons la première force de l'opposition ». Alors finalement, on ne sait pas très bien, ils sont avec Tshisekedi, ils sont en train d'aller dans l'opposition ou ils sont en train de faire pratiquement les enchères. Régler le problème de légitimité. Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame, que les problèmes de légitimité qu'il est en train de poser, en réalité, c'est tout simplement un appel, c'est tout simplement les enchères qu'il est en train de faire. Ensemble, c'est sachant en situation un peu plus complexe, parce que vous avez dit le politique congolais, c'est beaucoup plus le positionnement. Ensemble, aujourd'hui, sa réaction est prise pratiquement dans ce sens-là. Il veut se positionner dans ce microcosme politique, d'autant plus que Fayulu devenait de plus en plus le porte-parole de l'opposition, et Moïse Katumbi se sentant un tout petit peu en difficulté, parce que vous conviendrez avec moi, madame, que Fayulu n'avait pas l'envergure qu'il a aujourd'hui. Fayulu a été fabriqué par Moïse Katumbi d'une part, Jean-Pierre Mbemba d'autre, donc il a bénéficié des popularités de ces deux personnalités et même de certaines, selon certaines indiscrétions, de certains biens de ces personnalités-là pour battre campagne. Et aujourd'hui, Fayulu est en train de se confirmer sur terrain. Il risque de prendre pratiquement la position du porte-parole de l'opposition. Moïse Katumbi ne l'entendant pas de cette oreille, il devait mettre des crocs en jambes pour essayer de récupérer sa situation. Donc ici, c'est tout simplement un problème de positionnement, madame. Et nous sommes en train de voir effectivement cette désintégration de l'opposition qui démontre plus clairement que notre opposition, en fait, que cette équipe qu'on a appelée ensemble n'était pas du tout un ensemble, comme on est en train de le dire, c'était tout simplement un mélange contre nature pratiquement. On termine sur ce dossier avec cette question qui m'est venue après avoir échangé avec Jean-Jacques Mamba, le porte-parole du MLC, membre de la coalition Lamuka, qui a porté la candidature de Martin Fayulu. Il a semblé laisser entendre qu'une réunion d'évaluation de la coalition Lamuka a été prévue le 6 prochain à Bruxelles. Et Ensemble pour le changement s'est prononcé bien avant. Pour vous, quelle lecture? Monsieur Mamba, qui est l'honorable Mamba, qui a été élu député national élu de Lukunga, il demande qu'il y ait une rencontre. Je crois que dans le communiqué d'ensemble aussi... La rencontre était prévue le 6. Mais le communiqué d'ensemble aussi, je crois que dans les derniers points, on pense qu'il faut aussi une évaluation de la Mouka. Mais je pense que les sociétaires de la Mouka, s'il faut les appeler comme sociétaires entre guillemets de la Mouka, n'ont pas bien lu apparemment leur propre acte créant la Mouka. Parce que déjà, vous vous rappelez que lorsqu'on reportait l'élection présidentielle du 23 au 30, il y en a déjà des langues qui s'étaient déliées pour dire qu'il fallait déjà changer de candidat. Parce que l'élection présidentielle, plutôt le candidat qui avait été désigné, était désigné pour l'élection qui devait se tenir le 23 décembre. Et comme l'élection avait été décalée, qu'il fallait changer de candidat. C'est-à-dire que dans l'interprétation déjà de l'accord, il y avait des problèmes. Entre-temps, je ne sais pas s'il feront cette évaluation avec qui exactement, d'autant plus que je vous ai parlé de la désintégration du point de vue idéologique. Alors, qui sera cette évaluation? Selon Jean-Jacques Mamba, il y aura Adolphe Mouzito, il y aura Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Freddy Matungulu, tous les grands leaders. C'est pourquoi je vous disais, mais cette évaluation se fera avec qui exactement? Parce qu'il y avait 7 leaders. D'abord les 2 qui sont partis, qui ont pris le pouvoir aujourd'hui, Vital Kamerhe et son excellence Félix Tshisekedi qui est devenu président de la République. Ça fait il y en a 5. Alors sur les 5, vous avez un qui s'est mué dans un mutisme qu'on ne peut pas comprendre, c'est monsieur Freddy Matungulu qui n'a même pas battu campagne avec monsieur Martin Fayulu. Donc il en reste 4. Alors les 4 qui restent, Moïse Katumbi, c'est déjà lui-même désisté depuis longtemps à travers ce lieutenant, déjà avant les élections, je l'ai dit ici, et puis après les élections. Donc il en reste 3. Alors les 3 qui restent,
ministre Jean-Pierre Bemba n'est jamais venu battre campagne pour M. Fayoulou. Il est resté en Europe. Jean-Pierre Bemba n'est même pas venu pour voter. Jean-Pierre Bemba n'est pas non plus candidat, ni gouverneur, ni sénateur. Et donc, du point de vue de la participation effective pour faire parler son poids politique, Jean-Pierre Bemba s'est un peu distancé. Et donc, on reste en face de M. Mouzito, qui n'a pas de parti politique, qui a pignon sur rue et qui donne des directives qui ne peut. J'ai reçu la semaine dernière. Qui va faire cette évaluation, Madame le Mamina? porte-parole du parti d'Adolphe Mouzito. Il a dit que ça s'appelle Nouvel Élan. Il a un parti, ça s'appelle Nouvel Élan. Avant, c'était une plateforme et ça s'est mis en parti politique. Bon, il y a désormais un parti politique. En tout cas, une information, madame. Les candidats à gouverneurs et sénateurs se préparent pour l'élection du 26 mars. Et cette série de débriefings, découvertes, va commencer par un gros plan sur l'un des candidats gouverneurs. Je les ai cités. Il y a F. Bazaïba, par exemple, pour la Chopo, José Ndondo pour l'Équateur, Lambert Médé pour le Sankourou, Richard Mouyèche pour le Lualaba, Kinshasa, il y a Deo Kasongo, Jean Tiningo Bila pour le Congo central, Jean-Claude Vouimba, Mbachi Mbacha, etc., etc. On ne peut pas tous les citer. Et aujourd'hui, on commence par ce gros plan sur Jacques Yaboula, élu député national et provincial de la ville de Likasi. Première question, puisqu'il veut diriger le Haut-Katanga, a-t-il déjà quitté officiellement son siège à l'Assemblée nationale? Tout à fait, madame. L'honorable, Excellence Jacques Yaboula a déjà quitté ces deux sièges, pratiquement. Il devait d'abord quitter celui de l'Assemblée nationale pour rester à l'Assemblée provinciale. Et ensuite, il a quitté celui de l'Assemblée provinciale parce qu'il a quitté son siège de ministre au provincial pour effectivement se consacrer à l'Assemblée provinciale, et il a déposé sa candidature. Donc l'honorable Kiaboula, aujourd'hui, il est en situation en situation régulière qui est son avec la loi. suppléant à l'Assemblée nationale? Je n'ai pas les noms des Vous avez son nom, suppléants au niveau de on va s'habituer. Bon, maintenant, il est question maintenant de s'informer pour l'Assemblée nationale, mais à l'Assemblée provinciale, on sait que son suppléant s'appelle David Katoué. Ok. Alors, il est candidat pour quoi faire? Eh ben voilà, madame, comme vous le savez très bien, depuis 2015, on a procédé au découpage territorial. L'objectif de ce découpage, c'était de rapprocher les gouvernants de leurs gouvernés et afin d'améliorer effectivement le vécu quotidien. Il est gouverneur parce qu'il pense apporter un plus dans sa province, et parce qu'il pense améliorer le social, améliorer le bien-être de la population du Haut-Katanga. Le travail qu'il a commencé déjà il y a quelque temps, vous avez dit il était directeur de cabinet de Jean-Claude Kazembe, ensuite il a été ministre des Finances. Il a déjà parcouru un tout petit peu ce parcours exécutif, il a compris qu'est-ce qu'il faut faire, et aujourd'hui il est candidat parce qu'il connaît comment on peut améliorer ce vécu quotidien. Alors il partage le bilan contesté de ses prédécesseurs. Comment lui faire confiance, Maître Tchekamba? Oui, merci beaucoup pour une question aussi pertinente. Alors, il faut d'abord faire un distinguo entre le mandat qu'on demande et le mandat qui a été en fait assumé par un autre. Pourquoi je le dis? Parce que en fait, le découpage territorial, parce qu'il ne faut pas distancer les découpages territoriaux des élections des gouverneurs. Lorsqu'on a fait le découpage territorial en 2015, il était question maintenant pour les nouvelles autorités de venir avec une mission claire, c'est de pouvoir installer les institutions provinciales. C'est ainsi que les gens n'ont pas compris pourquoi d'autres gouverneurs sont venus avec cette mission, les autres ont continué avec les missions premières. Regardez. Lorsque vous prenez le Grand Katanga, il a été divisé en 4. Donc, vous avez le Lualaba, le Haut-Lomami et le Tanganyika et la province du Haut-Katanga. Et donc, les nouvelles autorités devaient s'assurer de faire d'abord l'inventaire du patrimoine, après d'avoir fait l'inventaire du patrimoine, de le répartir. Alors maintenant, ceux qui ont eu à gérer, n'est-ce pas, gérant sur base de cette lettre d'émission qui leur a été donnée, notamment les premiers ainsi que le deuxième gouverneur, devaient certainement faire une évaluation par rapport à ce qui a été donné comme mission préalable. Alors maintenant, la question fondamentale qui est là,
poser, c'est que nous constatons que nous partons maintenant au niveau d'un redémarrage. Et quel redémarrage de toutes les 26 provinces qui vont partir avec un bilan, et plutôt avec un plan quinquennal qui devrait être fait aujourd'hui sur 5 ans maintenant. Parce que la question que vous posez, c'est une question qui s'est aussi posée dans l'opinion. Les gens se disaient, mais écoutez, par exemple, le là-bas, vous avez un gouverneur qui est arrivé, qui était d'abord commissaire spécial et puis qui a pris un mandat qui n'a fait que 2 ans. Pourquoi alors organiser l'élection des gouverneurs alors qu'il y en avait d'autres qui ont fait 12 ans, d'autres qui ont fait 10 ans, d'autres qui ont fait 5 ans. Et donc, aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir comparer le mandat, par exemple, du gouverneur qui avait commencé en 2007 pour toute la province du Katanga et qui par après a été succédé par 4 gouverneurs qui ont dû avoir chacun une lettre de mission, notamment pour les uns de transformer l'ancien district en province, en dotant la province des institutions, des nouvelles institutions et en donnant aussi à la province des bâtiments devant accueillir toutes ces institutions-là. Et donc, il y a une divergence en ce qui concerne les nouvelles missions. Alors maintenant, est-ce que une personne qui va commencer pour travailler sur 5 ans peut éventuellement se dire qu'elle doit s'assumer comme étant héritière d'une gestion d'une personne qui avait une autre mission? Je dis que non. Je dis non, ça serait mal juger les choses, tout comme on reprochait à certains qui voulaient dire, ils voulaient se comparer pour les provinces découpées à l'ancien gouverneur, alors que l'ancien gouverneur avait toute l'étendue de la province dans son ancienne configuration. Et donc, c'est très important de partir des vraies prémices, parce que lorsqu'on parle des fausses prémices, la conclusion du syllogisme sera tout à fait fausse. Et donc, aujourd'hui, il est très important pour ceux qui nous suivent de comprendre qu'il est aujourd'hui important de savoir nous partons de quoi exactement. Nous sommes maintenant dans une approche... Après ces propos techniques, concrètement, qu'est-ce qu'ils seraient capables de faire que ses prédécesseurs n'ont pas réalisé? En fait, ses prédécesseurs n'avaient pas la même mission que lui aura. C'est ce que Claudel voulait dire. Je vais le dire un peu plus clairement et simplement, madame. Quand vous prenez, dès que le gouverneur Kazembe arrive, il trouve une situation. Il y avait une réalité. Nous sommes en 2016 avec toutes les situations politiques. C'est un gouverneur qui vient par rapport aux tensions qui existaient là-bas. Il vient par rapport aux réalités politiques qu'il y avait et qu'il fallait maîtriser. Il a fait ce qu'il a pu faire. Il y a eu ce qu'il y a eu. Il devait partir. 8 mois après, il est parti et le gouverneur Mpande est venu avec pour mission effectivement d'accompagner les institutions nationales vers les élections parce qu'il fallait organiser les élections et vous conviendrez avec moi madame que la ville de Lubumbashi était la ville la plus bouillante sur le plan politique parce qu'il y avait tant de tensions avec nos amis du G7 qui ont essayé d'envenimer la situation politique dans le Haut-Katanga. Alors un gouverneur qui est venu dans des circonstances qui sont les siens, il devait effectivement essayer de maîtriser la situation, donc assurer la paix, assurer la sécurité de la population, assurer effectivement le minimum du social, mais il n'avait pas la même mission que Jacques Kiaboula aura aujourd'hui. Sa mission aujourd'hui, ce n'est plus de venir pour asseoir les institutions de la province, mais sa mission, c'est plutôt pour construire effectivement cette province. Parce qu'aujourd'hui, nous devons savoir que nous avons les institutions au niveau national, nous avons les institutions au niveau provincial, c'est pour permettre à ce que les deux batteries tournent très rapidement pour améliorer le développement. Et ici, Jacques Kiaboula a un mandat full. En fait, il aura un mandat full parce que nous croyons vraiment qu'il sera élu. Il aura un mandat full et pendant ce mandat, il va effectivement travailler pour l'amélioration des conditions de vie de sa population. Alors, qu'est-ce qu'il a hérité? Mais d'abord, madame, il faut dire que Jacques Kiaboula a bénéficié de l'expérience par rapport aux deux gouvernements qui ont fait ce qu'ils ont fait. Je ne veux pas faire le bilan de Kazembe ou le bilan de Mpande en ce moment, mais j'estime que dans tout ce qu'ils ont fait, Jacques Kiaboula a été... a acquis une expérience par rapport à ce travail-là. Il a découvert les failles et les forces, bien sûr, les faiblesses et les forces. Et partant de ces éléments, Jacques Kiaboula est peut-être l'homme qu'il nous faut pour qu'il puisse améliorer effectivement la gestion de cette province. Parce que nous savons que dans la première comme dans la deuxième, il y avait des forces, il y avait des faiblesses. Et lui, les ayant vécu dans cette période de 2 ans et demi pratiquement, il est capable effectivement de créer une nouvelle voie pour améliorer la gestion de cette province. Les élections, c'est d'abord une affaire de promesses. Quelles sont ces promesses aux populations qui attendent de sortir de la pauvreté et du faible pouvoir d'achat? Merci beaucoup pour cette question. Elle est maintenant beaucoup plus technique. Alors, il faut dire exactement quelles sont les priorités. Premièrement, sur le plan de la sécurité, l'enjeu sécuritaire, restaurer l'ordre public. En ces 3 éléments,
la sécurité, la tranquillité et la salubrité. C'est très important. Vous savez qu'il y a un bon bout de temps, toutes les grandes villes de la province du Haut-Katanga avaient la même plainte. La nuit tombée, c'est l'insécurité. Lubumbashi, Kasumbalesa, Likasi et évidemment toutes les contrées environnantes avaient la même plainte. Et donc c'est un défi majeur, un défi important. Donc l'enjeu sécuritaire, il faut le maîtriser. Et donc il y a un programme pour cela. L'enjeu des infrastructures. Vous savez qu'aujourd'hui, l'élément le plus important aussi, c'est la restauration et le maintien de la voirie urbaine, en ce qui concerne toutes les grandes villes, mais aussi au-delà de la voirie urbaine, il y a l'ouverture des grands axes pour notamment les échanges commerciaux non seulement les échanges commerciaux, mais aussi les échanges entre l'arrière-province et les grands centres, avec notamment tout ce qui est produit dans l'arrière-province qui doit être acheminé au niveau des grands centres pour éviter justement la dépendance vis-à-vis de la République voisine de la Zambie. Vous savez que jusqu'à ce jour, on vous alerte souvent, vous les journalistes, pour vous dire qu'à Lubumbashi, il y a des flambées de prix en ce qui concerne la farine de maïs. Et donc, il est important, avec la politique qui avait été commencée par notamment les prédécesseurs sur les villages agricoles, de savoir aujourd'hui, les villages agricoles, c'est vrai qu'on peut produire, mais comment acheminer les produits vers les grands centres urbains, d'autant plus que Lubumbashi, donc le Haut-Katanga en général, a beaucoup de jours de pluie que la République voisine des Zambie. On n'a jamais compris pourquoi. C'est que c'est toujours la RDC à travers le Haut-Katanga qui doit importer le maïs qui vient de la Zambie. Donc ça, c'est très important. Alors puisque c'est la farine de maïs, c'est l'aliment de base des populations au Katanga, il faut qu'on un tout petit peu qu'on s'arrête sur cette question pour que les gens comprennent pourquoi la farine devrait venir de la Zambie voisine, alors qu'il y a ces projets de villages agricoles et qu'on a de longs mois pluvieux. Oui, quel est le problème? Oui, justement, je crois qu'on devra, je voudrais partager cette question-là avec lui qui est beaucoup plus économiste, mais je voudrais quand même faire une sorte d'approche pour essayer de comprendre votre problème. Donc en fait, le problème qui est là, comme je le dis, c'est que l'investissement dans le secteur agricole n'a jamais été suffisamment fait au niveau de la province du Haut-Katanga. Le maïs, en fait, il faudrait le produire avec une approche beaucoup plus, selon mon entendement, de la culture paysanne que de la production industrielle. Pourquoi? Parce que si vous produisez à Lubumbashi en quantité industrielle, soit vous ne saurez pas comment écouler, d'autant plus qu'en Zambie aussi on en produit. Ou à moins que vous ayez l'approche de vouloir envahir le marché zambien pour donner aussi aux Zambiens. Et donc ça c'est très important. Il faut des subventions aux agriculteurs, à tous ceux qui sont en train de faire le champ dans la zone de Lubumbashi, il faut, je crois, des subventions. Cela est très important. Mais je crois que cette question, je pourrais la laisser à M. Jason Lumbi. Il va y revenir. Mais quand vous parlez de subventions, moi, ça me fait rire parce qu'à un moment donné, au Bandundu, l'État avait subventionné les producteurs locaux dont la majorité n'a jamais rien fait de tous les engagements qui avaient été pris et quasiment personne n'a jamais remboursé ou rendu compte à l'État. Mais est-ce qu'il y avait le suivi? Parce que ce qui est important, c'est bon de donner l'argent, mais c'est mieux lorsque vous donnez l'argent, de donner premièrement, de faire le suivi financier, deuxièmement, de faire le suivi technique. Est-ce que les personnes qui ont prétendu avoir l'expertise nécessaire pour produire le maïs attendu avaient l'expertise qu'il faut? Si ces gens-là ont l'initiative, n'ont pas l'expertise, est-ce qu'il y a eu des conseillers techniques qui peuvent leur être donnés pour les accompagner dans le domaine? Je crois qu'il faut aujourd'hui aller sur des pistes, notamment de l'installation d'une banque de crédit agricole, par exemple. Parce que la banque de crédit agricole, elle permet justement de faire ce suivi-là d'une manière tout à fait approfondie. Non seulement qu'elle vous donne le crédit, mais elle peut aussi s'arranger qu'il y ait des experts qui sont rodés dans ce domaine, de pouvoir aussi faire le suivi pour savoir si réellement vous pouvez atteindre les objectifs qui ont été assignés. Mais je voudrais continuer pour terminer avec les axes, parce que vous avez posé la question sur les axes de savoir qu'est-ce que les gens attendent exactement. Je parlais des infrastructures. Vous permettez qu'on termine avec ce qui concerne le maïs, parce justement, que c'est important. Et là, les gens attendent de savoir si il y aura des changements profonds dans l'approvisionnement justement en farine de maïs, parce que c'est absurde de produire du maïs sur place et d'en importer quand même pour la consommation du plus grand nombre. J'ai évoqué ici le cas du Bandundu et qui va nous faire retomber sur le problème de l'impunité
en République démocratique du Congo, on va voir ce que le candidat gouverneur Jacques Aboula promet à ce sujet, donc au sujet de la corruption et de l'impunité. Aujourd'hui, au Katanga, qu'est-ce qu'il faut pour que le maïs consommé sur place soit produit sur place et qui ne coûte pas la peau des fesses, passez-moi l'expression. Merci beaucoup, madame. Vous avez tout à fait raison. Il est inconcevable que la République démocratique du Congo continue à dépendre de la Zambie. Mais il faudrait aussi dire que, techniquement parlant, ou même sur le plan commercial, il n'est pas toujours mauvais d'acheter chez l'autre par rapport à la division du travail international. Si vous ne savez pas produire à bon prix tel produit, vous pouvez bien le prendre chez le voisin, et à condition que vous puissiez aussi nous proposer un autre produit. Le grand problème, c'est d'être au rendez-vous avec quelque chose à offrir. Mais il est important aujourd'hui que le Haut-Katanga particulièrement, puisse arriver à nourrir ses propres populations. Et ici, nous avons un plan, effectivement. Comment? Nous avons un plan très, très, très clair. Nous avons une expérience. Nous avions vu comment le premier gouverneur du Katanga avait commencé avec les miniers, avec les fameux 500 hectares. Nous avons vu pourquoi ça n'a pas marché. Nous avons vu Jean-Claude Kazembe venir avec les villages agricoles. Effectivement, c'était un bon projet qui était sur papier très très bien, mais il y a eu un problème de suivi, comme venait de le dire Claudel Chikamba. Aujourd'hui, avec Chikamba parlait tout à l'heure des routes de dessert agricole qui manquent à l'appel. Tout à fait. C'est pourquoi je voudrais insister sur cet aspect. On n'a pas forcément une cartographie. Le maïs est produit où et doit être acheminé où, voilà, par exemple? Madame. Voilà, nous avons deux stratégies. Nous avons deux stratégies. Nous allons travailler d'abord dans le Haut-Katanga et puis nous allons travailler avec les autres provinces environnantes. Parce que nous savons très bien qu'il y a des provinces sœurs, comme celle de la Olomami ou celle du Lualaba et de Tanganyika, qui produisent suffisamment du maïs. Nous allons effectivement travailler en tenant compte, bien sûr, de ce que la loi prévoit, parce que les différentes provinces peuvent collaborer entre elles. Nous aurons effectivement cette collaboration en interne. Au lieu d'aller chercher le maïs en Zambie, nous pourrons effectivement avoir des échanges avec les autres provinces qui sont spécialement agricoles, et même la province de Haut-Katanga. Déjà dans la vallée de la Lufira, par exemple, il y a la possibilité que nous puissions y exploiter non seulement le maïs, mais aussi la canne à sucre, parce que les projets existent déjà, madame. Quand nous prenons les anciens sites que la GECAMIN avait exploités en son temps, aujourd'hui, ils ne sont exploités qu'à concurrence de 30-40%. Voyez-vous, madame? Donc, il est possible que nous puissions renforcer cela. En même temps, par des investissements au niveau d'un fonds provincial, un fonds agricole au niveau de la province, mais aussi en même temps en accompagnant les paysans, comme venait de le dire Claudel Chikamba. Mais nous allons accompagner les paysans, pas vraiment dans la paysannerie, dans le sens de l'agriculture à la main, mais plutôt de l'agriculture mécanisée, industrialisée, mais en encadrant effectivement un grand nombre de paysans afin d'améliorer effectivement, de résorber aussi ce chômage dans les milieux ruraux. Le Haut-Katanga est composé de 6 territoires. Et la plupart, ou le gros du Haut-Katanga, c'est le milieu rural, à part les 2 villes, ou les 3 villes, aujourd'hui Kasumbalesa, qui s'est mué en ville. Donc, à part les 3 villes, les autres milieux, c'est pratiquement des milieux ruraux et consacrés totalement à l'agriculture. C'est vrai qu'il y a les mines qui ont un peu floué les gens, mais la province du Haut-Katanga a aussi vocation agricole. Et nous pensons effectivement nous appuyer sur les deux projets, en fait, sur les 2 secteurs, les mines et l'agriculture, comme les 2 jambes qui pourront permettre à la province de marcher. Nous allons utiliser un élément, madame, nous allons prendre entre les deux gouverneurs. Il y a eu le premier qui a demandé aux miniers de travailler l'agriculture, ce qui était une erreur parce que les miniers ne devaient pas faire l'agriculture. Le deuxième a choisi que la province puisse s'occuper des villages agricoles. Nous pensons que là aussi c'est un autre problème. Alors qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons un nouveau type d'entrepreneuriat agricole avec effectivement des jeunes que nous allons encourager à rentrer dans l'agriculture, mais avec un fonds agricole que nous pourrons bien alimenter avec la redevance minière. Et c'est là que nous pensons que nous devons beaucoup accentuer sur la maximisation des recettes, madame. On a l'impression qu'il y a une sorte de malédiction au sujet des produits agricoles, parce que Boukangalonzo avait fait flop. Les 700 tracteurs par province à l'époque annoncés lors de la campagne présidentielle de Joseph Kabila en 2006, si je me rappelle bien, ont fait flop. Et les populations sont désespérées, en fait. C'est pour ça que j'ai insisté sur cette question de comment produire le maïs sur place et le consommer sur place.
place et qui ne coûtent pas grand-chose. Madame, vous avez tout à fait raison. Mais les 700 tracteurs... Et tous les gouvernements... 700 ou 7000 tracteurs... successifs. Mais ils existent où? Ils sont dans des parcelles, madame. Moi, j'en ai vu. L'incapacité des gouvernements à faire produire du maïs et du manioc est avérée. Non, c'était un problème de volonté, madame. Le problème, c'était de la volonté. Moi, je ne crois pas en la malédiction. Je crois que le Congo, c'est un don béni de Dieu que nous avons hérité et que c'est même un péché que nous puissions continuer à importer à manger à l'extérieur. C'est même très grave. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons effectivement nous appuyer sur ces aspects. On a payé des tracteurs. On en a fait quoi? On a donné aux notabilités qui vivent en ville, qui ne connaissent rien de l'agriculture. Donnez à nous les agriculteurs, à nous qui vivons dans les milieux ruraux, pour que nous puissions cultiver. Quand vous prenez des tracteurs, vous donnez à un monsieur qui a une cravate en ville, il prend le tracteur et il le couvre d'une bâche dans sa parcelle et il commence à chercher où est-ce qu'il va le revendre. Et d'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure de la redevabilité. Est-ce qu'on a déjà suivi? Est-ce qu'on peut nous donner un rapport par rapport, excusez-moi la tautologie, à ce qu'on a, ceux qui ont reçu ces tracteurs? Quel est le rapport? Qu'est-ce qu'ils ont produit? Ils n'ont rien produit, madame, parce qu'on a donné ou ceux qui aux avaient notabilités... été subventionnés en millions de dollars. Tout à fait, en millions de dollars. Mais il faut voir quel était le critère. Quel était le critère de choix? Aujourd'hui, Jacques Yaboula, par exemple, il propose une chose. Je vous ai parlé d'un fonds agricole. Ici, ça ne sera pas une histoire que le gouvernement fait seulement. Ici, ça sera que le gouvernement travaille en partenariat avec des privés. Parce que nous pensons que lorsque nous travaillons seulement avec le gouvernement, il y a un problème de gestion. Il y a un problème de suivi. Mon frère a tout à l'heure parlé de banques agricoles. Parce que quand vous mettez cet argent, ces fonds, ils passent par une banque, ils passent par un organisme tout à fait privé, un partenaire privé. Là, nous pourrons effectivement avoir un sérieux dans le suivi. Et c'est ce qui nous a manqué. Nous devons les accompagner en même temps financièrement, mais aussi techniquement. Vous n'allez pas donner de l'argent à quelqu'un qui n'a jamais tenu la houe et vous lui demandez de vous faire 10 hectares de maïs alors qu'il ne sait même pas comment on plante ce maïs. Il faudra l'accompagner, il faudra l'encadrer, il faudra effectivement le former pour qu'il puisse produire ce que vous voulez. Madame, c'est possible. Et dans le Haut-Katanga, nous avons un vrai projet. Nous pensons que nous allons effectivement transformer cette province en une province agricole et les gens n'iront plus dans les mines, ils vont plus se ruer vers les champs. Maître Tchikamba, on poursuit avec les promesses. Vous avez dit que son slogan, c'est sa mission. Il a comme mission de construire le Haut-Katanga. Qu'est-ce qu'il promet, par exemple, aux agents impayés de la SNCC? Voilà. Bon, voilà, justement, d'abord, premièrement, il faut savoir que dans le fonctionnement de l'État, il y a de plusieurs niveaux. Donc la SNCC, son fonctionnement dépend beaucoup plus du portefeuille, n'est-ce pas, de l'État. Oui. C'est une entreprise commerciale aujourd'hui, SARL, avec comme seul actionnaire l'État congolais. Et donc l'État congolais en décide, il fait ce qu'il en veut. Alors, ce qui est important aujourd'hui, peut-être c'est pour lui, en tant que gouverneur, c'est de pouvoir mener les plaidoyers auprès des institutions de la République pour voir comment accentuer sur la question. Maintenant, le grand défi, les plus grands défis, parce que tout ce qu'on vient de dire ici, on ne sait pas faire si on n'a pas l'argent. Le grand défi dans la plupart des provinces a toujours été le défi financier. Et le défi financier ici, c'est 3 leviers. Le premier levier, d'abord, c'est le levier tout à fait instauré par la loi du point de vue de ce qu'on a institué alors que ce n'est pas la légalité, la rétrocession. Parce qu'en fait, la réalité, c'est la retenue à la source des 40% sur toutes les recettes à caractère national qui sont perçues dans la province. Alors, c'est important donc d'avoir une personnalité avec une forte personnalité, excusez-moi de le dire ainsi, pour pouvoir chaque fois réclamer à ce qui est application de la Constitution sur cette question-là. Parce que si vous n'avez pas l'argent, si vous n'avez pas les ressources nécessaires, vous ne pourrez pas mettre en œuvre votre plan, quelle que soit la beauté de ce plan. Donc il est important d'appuyer là-dessus. Mais au-delà, le budget du Haut-Katanga, c'est combien? 300 millions de dollars? Oui, la fois passée, mais cette fois-ci, nous pensons l'améliorer, madame. Alors, si c'est possible. Alors maintenant, au-delà, ce qui est aussi important, c'est aussi d'aller sur les leviers du civisme fiscal. Alors, le civisme fiscal, c'est sensibiliser et stimuler la population à payer tous les impôts qui ont été rétrocédés à la province. Vous avez notamment l'impôt sur les revenus locatifs, l'impôt foncier. Il y a des impôts qui ont été rétrocédés à la province du point de vue de la Constitution. Et donc, la population, la province doit maximiser les recettes de ce point de vue-là. Mais cette maximisation ne va pas se faire, et ça, c'est notre candidat qui l'entend ainsi, cette maximisation ne va pas se faire s'il n'y a pas de transparence dans la gestion des
des fonds qui sont récoltés. Parce que si vous demandez aux gens de payer l'impôt et que les gens apprennent que vous-même, vous avez payé les chantiers, comme on apprend qu'il y a des candidats gouverneurs qui avaient des chantiers, et que ces chantiers aujourd'hui, ils les proposent à d'autres députés, à d'autres électeurs, pour qu'ils puissent être élus. Donc vous comprenez déjà. Donc ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des chantiers. N'est-ce pas? Il ne faut pas qu'il y ait des chantiers que vous comptiez vos chantiers, parce que si la population apprend que vous comptez les chantiers, cette population-là ne va pas payer les impôts. Et donc il y a un défi de transparence dans la gestion des fonds qui sont récoltés dans la population. Mais également, cela appelle à un autre aspect important, c'est la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Ça veut dire que si vous-même, vous ne pouvez pas, vous pouvez garantir cette transparence, mais il faut s'y rassurer que les agents qui vont sur le terrain, qu'on n'apprenne pas que le directeur de la régie chargée de la récolte des fonds, c'est ce directeur-là qui est en train de payer à gauche, à droite des voitures. Donc ça, c'est très important. Alors, mais au-delà de ça, il y a l'activation d'autres recettes qui sont tout à fait des recettes non fiscales. C'est très important. Aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont laissés à l'abandon. Le Haut-Katanga est riche en histoire en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Vous savez que c'est au Haut-Katanga où il y a des personnalités qui ont été tuées. Il y a des sites à aménager là-bas du point de vue touristique. Et donc, il est très important, et ça c'est l'entendement du candidat, de pouvoir appuyer sur cet aspect des choses. Il y a un chantier très important et dont on ne parle pas, qui est primordial pourtant. Sous la route de l'Ikassi, où on avait assassiné l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup d'histoires qui s'est déroulées à cheval entre le Haut-Katanga et la province du Lualaba. C'est l'histoire de Moussiri. N'est-ce pas? C'est l'histoire de Moussiri. Moussiri qui a été tué par le capitaine Boston. Vous savez, Moussiri qui a incarné la résistance de l'homme noir vis-à-vis du colon belge. Donc c'est très important de restaurer cela et d'en faire des patrimoines historiques et touristiques où les gens iront. Mais n'oubliez pas cela, il y a les magnifiques chutes de Kubo. Il y a un digne fils du Haut-Katanga, Katumba Mwanke, qui avait commencé à élaborer tout autour des chalets, mais ce n'était pas suffisant. Il faut donc aller au-delà pour pouvoir attirer les touristes du monde entier et générer des recettes là. C'est l'entendement du candidat. Et maintenant, je vais parler sur un aspect important, un chantier oublié, c'est la stabilité institutionnelle. Vous savez que lors de la législature passée, les députés provinciaux s'étaient illustrés par des motions alimentaires pour déstabiliser les gouverneurs. Et donc, on ne saura pas bâtir et mettre en chantier, ou mettre en application plutôt ce plan, si on ne se rassure pas que la stabilité institutionnelle elle est de mise. Et donc, il est important de pouvoir se rassurer que les relations de confiance entre le Parlement provincial et le gouvernement provincial soient maintenues et rassurées. Parce que si les deux institutions se tiennent la main et vont de l'avant, ont le même entendement du mot développement de la province, et ça sera donc quelque chose de très important. Dernier chantier qui est très important, c'est un chantier qui est très oublié. C'est assurer aussi la stabilité des entités territoriales décentralisées et entités territoriales déconcentrées. Vous savez qu'aujourd'hui, Lubumbashi, c'est une très grande ville, et donc il est important aujourd'hui que Lubumbashi reflète effectivement l'image de la deuxième grande ville du pays. Et donc il faut se rassurer que Lubumbashi a les recettes qu'il faut et mobilise les recettes qu'il faut. Où vont les recettes de Lubumbashi? Où va exactement, comment cela peut être fait? Et donc ça c'est très important. Voilà donc d'une manière assez ramassée ce qui peut être fait. Mais je voudrais rebondir également sur ce qu'on a dit par rapport à l'agriculture. Vous savez qu'il y a deux provinces qui sont rattachées. Et ça, c'est le grand défi pour le Haut-Katanga. Il y a la province du Haut-Katanga et la province du Lualaba. Et donc, l'aspect de l'agriculture, développer l'agriculture vers et Haut-Katanga vert va permettre de faire en sorte qu'il n'y aura plus la dépendance entre le Haut-Katanga qui n'a pas beaucoup de mines et le Lualaba qui a des grandes réserves en cuivre et en cobalt. Et donc ça c'est très important de pouvoir marteler aussi là-dessus. Voilà donc de manière ramassée les grands axes sur lesquels il faudrait beaucoup plus fonder. Ou pas, il faut fonder, mais que la politique est fondée même. Lorsque vous parlez avec le candidat, je crois que vous aurez la chance de pouvoir discuter avec lui et vous verrez qu'il va vous parler de cela. Alors on va terminer une conclusion. Pourquoi les grands électeurs, députés provinciaux, pour quelle raison ils voteraient pour Jacques Yeboah Katoué et pas pour un autre? D'abord, il faut dire qu'on vote pour l'homme.
Donc, il faut voir la personnalité de Jacques Kaboula. C'est pas, il ne faudrait pas que nous ayons un leader controversé, un leader qui ne sait pas respecter ses engagements. Jacques Kaboula, c'est un homme qui a toujours été correct, un peu réservé, c'est vrai, mais toujours correct dans sa façon de faire les choses. Depuis qu'il est étudiant, quand il était... vous pouvez imaginer, les meilleures personnes qui peuvent témoigner sur Jacques Kaboula sont ses concurrents aujourd'hui. Entre autres, Mumbagama, qui est candidat à vice-gouverneur, qui a travaillé avec Jacques Kaboula, qui connaît bien les qualités de Jacques Kaboula parce qu'ils ont travaillé dans Shekina et puis après ils ont ensemble évolué dans beaucoup d'histoires. Ensuite, Jean-Claude Kazembe qui a encore utilisé l'expertise de ce jeune politique, qui connaît aussi très bien les qualités de l'homme. Il y a bien sûr le gouverneur Pandé, en fait, qui n'est pas candidat bien sûr, mais qui connaît aussi les qualités et qui s'est investi pour soutenir ce jeune leader qui est en train de monter dans le Haut-Katanga. Vous pouvez vous imaginer quand un gouverneur se retire pour laisser à un autre, c'est qu'il a reconnu effectivement les qualités qui se trouvaient dans ce jeune homme. Donc moi je pense aujourd'hui que Jacques Kaboula est la personne indiquée dans la mesure où il est l'homme qui va permettre une certaine cohésion au niveau de la province. Il est le seul capable de pouvoir mettre en confiance et les autochtones de la province, parce que vous conviendrez avec moi qu'il y a beaucoup de réalités par rapport aux autochtones et aux non-originaires, comme ça se passe dans le Haut-Katanga. Il est le seul capable de mettre d'accord... Une cohabitation assez difficile entre les communautés. Il est le seul capable de mettre une certaine confiance entre les différentes communautés dans le Haut-Katanga. Donc, avec Jacques Kaboula, c'est la paix assurée et c'est aussi le développement assuré. Troisième élément, c'est que nous avons parlé des finances aujourd'hui. Il maîtrise bien le domaine des finances. Il connaît qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions maximiser les finances, parce que c'est là même le moteur du développement, c'est la mobilisation des recettes. Alors, on va complètement terminer par votre conclusion. Maître Djikamba, je vais rappeler à l'intention de ceux qui nous suivent que nous sommes dans une série de débriefings découvertes consacrées aux candidats gouverneurs et aux candidats sénateurs. L'élection aura lieu le 26 mars prochain, sauf prévu. Et aujourd'hui, on a fait un gros plan sur le candidat gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboula Katoué. Et cette question, pour terminer avec vous, quelles sont ses chances d'être élu quand on soupçonne que les députés provinciaux marchandent leur voix? Bon, encore que je ne suis pas très d'accord avec le terme marchander, mais je vais quand même... Vous voulez utiliser quel verbe? Oui, parce que tous ceux qui ont jusqu'à ce jour dit que les députés provinciaux demandent l'argent, je n'ai vu personne aller porter plainte contre tel député, parce que ça veut dire que vous avez parlé avec les députés, vous avez demandé l'argent quand même. Donc si vous avez parlé avec lui, vous avez demandé l'argent, vous pouvez porter plainte contre lui, carrément. C'est simple, que de pouvoir, c'est vrai, bon... Écoutez, bon, je reviens, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, je reviens sur la question quand même assez fondamentale, c'est quelles sont les chances d'être élu. Numériquement parlant, mathématiquement parlant, il a toutes les chances. Pourquoi? Parce que le FCC... L'Assemblée provinciale, c'est combien de députés en tout? C'est 44 députés élus et 4 députés cooptés, ça fait 48 députés provinciaux. Combien du FCC? Et il y en a 29 du FCC qui ont été élus, 29 du FCC. Alors si vous faites FCC cash, ça fait déjà 33 députés provinciaux. Alors donc, ce qui est important, c'est que du point de vue des calculs, c'est possible. Mais l'élément le plus important, c'est ce que vous avez dit, c'est le crédit moral que doit avoir l'homme politique congolais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne devons pas retomber dans ce que Dem Kodjo disait, c'était peut-être c'était minimisé, mais il avait dit « je n'ai jamais vu une telle classe politique ». C'est-à-dire que quelqu'un peut vous dire oui aujourd'hui et à la minute 15h, il vous dit non. Donc si je comprends bien, la majorité des députés provinciaux ont déjà dit oui à Jacques Kaboula Katoué, mais ça peut changer à tout. Non, ce qui est important, je ne dis pas que je ne remets pas en cause ici la probité morale des élus provinciaux, mais je voudrais plutôt dire ici que mathématiquement parlant, les chances sont là, et même du point de vue du discours, n'est-ce pas, les chances sont là, on l'a démontré ici, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que les députés provinciaux voient l'avenir de la province du Haut-Katanga, qu'ils voient aujourd'hui qu'il y a une population qui les a élus et qui attend justement la concrétisation de leurs promesses. La concrétisation de toutes les promesses des députés ne peut se faire que par le choix d'un bon gouverneur qui va in fine appliquer un bon programme que eux
aussi auront avalisé. Donc ce tandem, comme je le disais, de la stabilité entre les deux institutions devra opérer. Et donc moi j'ai foi, j'ai confiance, n'est-ce pas, dans tous ces députés provinciaux, et je suis sûr qu'ils vont honorer leur parole, parce que dans les primaires qui avaient été organisées au niveau du FCC, même au niveau du PPRD, parce que c'est la démocratie dans notre parti politique, on a constaté que les députés provinciaux ont majoritairement et massivement voté pour Jacques Yeboah. C'est ce qui a fait même qu'il soit choisi. Il n'a pas été imposé. Il a été choisi parce qu'il a gagné des élections primaires. Et donc c'est très important de le souligner. Il faut dire également qu'il était tête de liste à Likasi, où il s'est présenté aux élections provinciales et aux élections législatives. C'est aussi un atout, madame. Oui, je connais des gens à Likasi qui ont voté pour lui. Merci beaucoup d'être passé dans ce débriefing pour parler de ce premier candidat gouverneur du Haut-Katanga, Maître Claudel Chikamba. Il est avocat au bar et au Qu'est-ce que j'ai au début de l'émission, quand je parlais d'avocat, j'ai également, ma langue a également fourché, avocat au barreau du Bandundu, c'est ça? Tout à fait. Cadre du PPRD. John Jesse Numbi, il est de l'SCT. L'SCT, c'est le parti de Félix Kabange. Lui-même, ministre sortant de l'aménagement du territoire et rénovation de la ville. Ce débriefing à suivre en rediffusion demain, 7h15, vendredi à 7h15 sur le câble et sur le local, vendredi à 9h, et c'est tout à l'heure sur le local à 20h40. Merci beaucoup, à la semaine prochaine pour notre débriefing. Merci de venir ici pour qu'on termine par un selfie. Voulez-vous? Merci beaucoup. Oups, je crois qu'on a débordé de 5 minutes là. Alors, puisque vous parlez de lui tous les deux, vous êtes de quoi? Lubumbashi, Likasi? Lubumbashi. Un petit mot en Swahili, Batoto ya Katanga, Jambo yenu. On regarde le téléphone. Batoto ya Katanga, accenti.